Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Bonjour Marlène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci d'avoir invité. Peut-être pour commencer, pourquoi avez-vous accepté de venir sur ce podcast Éclat de femmes et d'échanger ensemble aujourd'hui ? D'abord pour vous soutenir, Claire, parce que je pense que c'est important de le faire. De manière générale, de soutenir les projets des jeunes femmes et cette nouvelle génération engagée qui réinvente le combat pour l'égalité femmes-hommes. Et par rapport à tout ce que vous avez pu traverser, je pense que c'est extrêmement important de soutenir cette parole. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager sur ce sujet de la situation des femmes face aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi plus largement, parce que nous ne sommes pas que dans des situations de victimes, et nous sommes aussi dans des situations de femmes qui prenons nos vies en main, et vous le démontrez en créant ce podcast. C'est la perception petit à petit. Il n'y a pas un matin, je me suis réveillée en me disant là, je suis féministe, mais c'est d'avoir vécu des choses qui m'ont interpellée, et ça remonte à quand j'étais enfant, et si on jouait à construire une cabane avec mes cousins et mes cousines, et en Corse, dans notre village, et les filles étaient appelées pour mettre la table ou faire le repas avec notre grand-mère et notre arrière-grand-mère, et les garçons continuaient à faire la cabane, et mettaient pas un pied dans la cuisine. Au début, je trouvais ça normal, mais petit à petit, je commençais à m'interroger sur cette situation. Et ensuite, j'ai grandi dans quelques cités sur le périphérique à Paris, et notamment, on habitait avec mon père, et c'est vrai qu'avec ma sœur, on avait beaucoup de discussions avec mon père pour lui expliquer qu'on se sentait pas forcément en sécurité en bas de la cité, et que nous, juste sortir de chez nous, c'était beaucoup de stratégies d'évitement, c'était regarder par la fenêtre où étaient les bandes de gars, dans notre passage ou pas. On avait toutes des stratagèmes sur comment on allait recupérer, comment on répond pas, qui passe devant, qui passe derrière, et ça nous prenait une charge mentale colossale. Et mon père, qui est très féministe et très engagé, mais qui était un homme de 40 ans, prenait pas, parce que lui, il se sentait pas en insécurité. Donc on avait vraiment des discussions pour lui faire comprendre finalement ce sentiment d'insécurité. Je peux comprendre en tout cas ce point de vue. Et du coup après, quel a été, peut-être au travers de vos études ou quelque chose comme ça où après, vous êtes rendu au travail, quand j'ai attendu ma première fille, je suis devenue maman assez jeune, et je regardais pareil. En fait, simplement, c'est des différences qui me frappaient, et ce qui me frappait, c'est que j'avais l'impression d'être la seule choquée quelque part. Je travaillais chez Havas quand j'avais 20 ans, 21 ans, dans une grande agence de communication donc. Et je voyais que les hommes restaient très tard. Les femmes, elles étaient toujours speed. Elles avaient toujours peur de rater leur bus, leur train. Le midi, les hommes faisaient des déj au resto avec des clients, de la presse, etc. Et beaucoup de femmes qui étaient dans l'agence, elles faisaient les courses à l'époque sur Carrefour.fr ou Shop.fr. Et elles me disaient, je fais les courses, je gère la nounou, je mangerai un sandwich, je réserve les vacances, je m'occupe du vaccin du petit. Et je me disais, waouh, ça a l'air très galère leur vie quand même. C'est stéréotypé en plus. C'est hyper stéréotypé, mais pourtant, il y a une vingtaine d'années, c'est ce que j'observais, moi. Et quand je leur disais, d'ailleurs, je leur disais, mais pourquoi vous avez l'air quand même d'avoir toujours 1000 trucs à faire et pas du tout les hommes. Et elles me disaient, non, mais en fait, c'est une répartition genrée, finalement, du travail. Mais ça, je l'ai retrouvé après, quand j'étais ministre. Moi, quand je partais en déplacement à l'étranger, on me demandait toujours où étaient mes enfants. Sous-entendu, ça aurait été mon rôle de mère de garder mes enfants. Et ils me disaient, où est-ce qu'elles sont? Et quand je disais avec leur père, on me disait genre, oh, qui est sympa. Jamais on a dit à un ministre homme, quand on lui dit, mais où sont tes enfants? Et qu'il a répondu, avec leur mère. Jamais on a dit, elle est vraiment sympa, leur mère, quand même, de les garder pendant que t'es en déplacement. Non, c'était comme si c'était normal.
C'est vrai qu'on a une image de la société, en tout cas, où c'est les femmes... Enfin, c'est encore, en tout cas, le cas. Ça commence à évoluer, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours le cas où les femmes, les femmes, c'est avec les enfants. Et les hommes, ils doivent travailler, en tout cas, pour fournir l'argent pour la femme, etc., pour aider les enfants. Mais c'est vrai que c'est assez... Est-ce que, dans votre cas, vous souhaiterez évoquer un événement marquant dans votre vie, en tout cas, tant professionnel que personnel, qui, sur le moment, a, on va dire, un peu changé les lignes du cours de votre vie? J'en ai eu plein en fait et j'aime bien le nom de votre podcast d'éclat de femme parce que voilà, c'est vrai que il y a une phrase en revanche que j'aime pas qui est quand on dit ce qui vous tue pas vous rend plus fort ou les épreuves vous renforcent. J'aime pas j'aime qu'on arrive à être résilient face à une épreuve, mais j'aime pas cette espèce d'injonction à tout bien prendre, cette espèce de positivité toxique. Parfois une épreuve c'est juste une épreuve, et parfois quand on est en deuil ou qu'on a vécu quelque chose de difficile ou qu'on a été agressé, on a juste envie de pleurer en boule dans un coin et on n'a pas envie de dire ah non mais c'est pas grave parce que je suis une warrior donc je sais pas, ça me rend plus forte, c'est cool, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc voilà, mais je dirais que parfois et notamment dans la vie personnelle, quand on est une femme, on vit effectivement énormément d'épreuves. Après, j'essaye toujours de trouver ce qui n'est pas facile, la ligne de crête entre la victimisation et la politisation, si je peux le dire comme ça, des épreuves qu'on peut vivre. Pendant toute la période MeToo, j'étais secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. J'ai toujours refusé de répondre à la question « Est-ce que vous avez déjà été violée ?» Parce que je trouvais que c'était une manière de me renvoyer d'une manière ou d'une autre dans une case. Et soit de me dire, en gros, elle a été violée, donc elle est une victime, donc c'est pas une experte et donc elle va s'exprimer en tant que victime ou sur son cas à elle. Et si je disais non, c'était une manière de me dire en gros elle n'est pas assez légitime. Il y a quelque chose que je déteste, c'est vraiment une espèce de concurrence victimaire dans certains mouvements un peu radicaux dans lesquels en gros chacun regarde ce que l'autre a vécu, et si vous avez donné plus de détails, plus de choses difficiles, etc., on considère que votre parole est plus légitime, et je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas excisée, j'ai jamais été menacée d'être excisée, et pourtant je lutte contre l'excision. Je pense que c'est une pratique barbare et qu'il faut absolument l'abolir et protéger les petites filles, qu'elles soient en Bretagne ou au Mali. Et pour autant, je n'incarne pas ce sujet, je ne suis pas menacée de mutilation génitale, etc. Donc je pense que c'est important de pouvoir aussi s'engager pour tous les sujets et d'avoir la liberté de pouvoir raconter certaines choses ou pas. Et quand on raconte des choses de l'ordre de l'intime, je sais à quel point ça peut être... Moi, j'ai raconté quand j'ai vécu une fausse couche. Et à la fois, il y a des gens qui vous soutiennent en disant merci d'avoir parlé de ce sujet qui est tabou, etc. Et en même temps, ça dérange toujours un peu parce qu'on met sur la place publique, comme vous l'avez fait vous aussi, on met des choses sur la place publique qui sont normalement tabou, etc. Et du coup, on bouscule quelque part à la fenêtre de ce qui est dissible et de ce qui n'est pas. On parle beaucoup de libération de la parole des femmes, mais toutes les paroles des femmes ne sont pas acceptées dans le débat public. Bien sûr, et c'est vrai que c'est dur de, en tout cas, parler de son histoire personnelle. Je rebondis là-dessus. Après, quand on veut parler d'autres sujets un peu plus général pour les femmes, c'est vrai qu'on est souvent vite catégorisé malheureusement. Et par exemple, je le vois, c'est vrai que j'aurais bien voulu parler d'autres sujets autres qu'en tout cas les agressions sexuelles, etc. Et je pense qu'il y a plein d'autres sujets sur les femmes, par exemple leurs conditions au travail ou des choses comme ça. Et c'est vrai que pour le moment, en tout cas, je me sens pas laissée légitime parce que justement la place publique me laisse pas parler de ça parce que j'ai été victime et que j'ai raconté mon histoire personnelle. Être porte-parole des femmes pour tous les sujets, ça doit être quand même compliqué. C'est un beau combat en tout cas. Selon vous, en tout cas, quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées dans différents domaines de la société, que ce soit la politique, le travail ou alors la vie familiale en général? C'est très varié. Je pense que pour parler des choses les plus graves d'abord et les plus peut-être plus légères ou les combats plus consensuels ensuite, moi je suis très préoccupée et c'est peut-être parce que j'ai passé 2 ans et demi au ministère de l'Intérieur, mais par la montée de l'islamisme qui tend à créer une nouvelle norme et un genre de société entre guillemets charia compatible. La jeune fille Samara qui a été tabassée parce qu'elle était habillée, je cite, à l'européenne, où toutes les jeunes femmes qu'on empêche de circuler librement, de s'habiller comme elles le souhaitent, peut-être de boire un verre de vin si elles le souhaitent. Alors je suis pas l'apologie de l'alcool, j'en bois jamais, mais encore une fois c'est une question de liberté. Si une femme a envie de se mettre toute seule à une terrasse dans la rue et de boire un verre de vin rouge ou un cocktail, elle doit pouvoir le faire sans avoir un gardien homme. Si on doit pouvoir sortir cheveux au vent parce qu'on a envie de le faire, on doit pouvoir le faire. Donc je suis extrêmement préoccupée d'abord par ce sujet-là qui me semble important parce que si on valide une société un peu charia compatible,
un genre de djihadisme d'atmosphère, comme le dit Gilles Kepel, ça veut dire qu'on considère que on peut lapider les femmes adultères, qu'on peut jeter les homosexuels du haut des toits. Je pense que c'est extrêmement préoccupant et qu'il y a un travail qui est fait contre ça de la part des services de renseignement. Mais je pense que c'est difficile là aussi de lutter contre des gens qui sont radicalisés seuls chez eux face à des vidéos YouTube. La première chose que je citerai, parce qu'elle me tient à cœur, même si je sais qu'elle est extrêmement clivante et difficile et à porter et qu'il y a encore beaucoup d'aveuglement par rapport à ça. Mais ensuite, j'irai sur un autre sujet qui me tient à cœur au-delà du harcèlement de rue dont on a parlé. Et donc, j'ai porté la loi, c'est la loi Schiappa contre le harcèlement de rue en France. Je parlais de la place des femmes dans le pouvoir économique. Parce que là aussi, après avoir beaucoup travaillé sur les sujets de violence sexistes et sexuelles, en 2016, en 2015, d'ailleurs, j'avais sorti une note pour la Fondation Jean Jaurès qui s'appelait « Pourquoi les violences sexistes et sexuelles doivent redevenir la priorité du combat féministe ». Ça ne l'était plus à un moment. Ça l'est devenu, on a fait beaucoup de choses là-dessus, il y a eu MeToo, etc. Et je pense qu'au-delà de ça, maintenant, on doit aussi travailler sur le pouvoir économique. Parce qu'on ne peut pas se contenter de petits pas, de petites avancées et considérer qu'on aspire juste à ne pas être victime de quelque chose. Je pense que ça, c'est quand même la moindre des choses et le minimum syndical et le socle de base de demander de ne pas être victime de violences sexistes ou sexuelles. Et qu'au-delà de ça, on ne peut pas se contenter de dire tant mieux, on n'est pas ou plus, on a eu de la chance ou que sais-je, victime de violences sexistes et sexuelles. Quand j'ai voulu justement parler dans les médias, etc., j'ai mes parents qui m'ont dit mais non, ne fais pas ça, parce que c'est quand même quelque chose de très personnel, etc. Et les personnes plus jeunes, en tout cas, et plus jeunes que moi, étaient en train de me pousser justement à le faire, et parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est quand même assez touchy, etc. Et c'est vrai que ça rejoint totalement ce que vous dites sur la tendance des générations. Alors moi, je pense que je suis entre justement les deux générations. Je viens d'avoir 27 ans, et c'est vrai que il y a encore des petites choses qui vont pas, mais on essaye de faire évoluer. Et je vois que la génération, en tout cas après moi, est beaucoup plus déjà de pacifiste et essaye d'être beaucoup plus compréhensif les uns envers les autres. Donc bien sûr, mais moi je tant pense mieux. Que vous avez eu beaucoup de courage de le faire, et surtout, comme je disais tout à l'heure, il faut s'écouter à un moment. Et en parlant, en fait, vous n'avez pas parlé que pour vous-même. L'idée, c'est pas de raconter votre histoire nécessairement, je pense, mais c'était aussi de parler pour toutes les femmes qui ne le peuvent pas, qui n'ont pas accès à la parole, qui savent pas comment le dire, qui sont pas dans une situation suffisamment stable psychologiquement au moment où pour pouvoir prendre la parole, voilà. Et moi, ça me fait un peu un pincement au cœur de voir que quand on est une actrice célèbre et qu'on parle de violences sexuelles qu'on a vécues, on devient une icône et on vous écoute et votre parole devient complètement sacralisée, etc. Mais je pense que tous les gens qui soutiennent aujourd'hui Judith Godrèche, par exemple, et ont raison de le faire, doivent vous soutenir aussi et doivent aussi dire que votre parole doit être entendue et que vous parlez pour vous, mais aussi pour les autres, d'un fait qui est, à notre époque, qui s'est produit là. Et voilà. Et je suis toujours un peu ambivalente parce que d'un côté, je trouve ça très bien que des femmes qui ont une notoriété et accès aux médias puissent s'exprimer et le font pour les autres, mais je suis toujours un peu dérangée par le fait que c'est facile de soutenir une actrice qu'on aime bien et ça l'est peut-être moins de soutenir sa nièce, sa voisine ou en fonction du profil peut-être de l'agresseur ou de l'histoire qui existe derrière, et de savoir si ça valide ou pas notre récit politique, ça me dérange beaucoup. Je suis tellement d'accord. C'est pour ça que c'est vrai que ça... je trouve que c'est très important, en tout cas. La parole commence à se libérer. Et les médias commencent à laisser la parole, justement, à des personnes, on va dire, plus lambda. Je suis totalement alignée et c'est dur parce que je sais en tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup de messages de victimes qui veulent prendre la parole, qui veulent que je republie leurs lettres, etc. Et c'est ce que j'essaie. C'est pas trop lourd pour vous, psychologiquement, de recevoir tous ces messages? Non, parce que, je me dis que je le fais pour leur bien. Ouais. Donc forcément, j'oublie peut-être un petit peu aussi mon côté psychologique, et peut-être qu'un jour ça ressortira dans 20 ans et que j'aurai des énormes séquelles, mais en tout cas aujourd'hui, c'est dans ça où je me sens vraiment moi-même, et ça donne un sens à ma vie, où je me dis je suis vraiment utile de pouvoir libérer la parole et qu'il y ait beaucoup plus de femmes et même des hommes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait agresser, etc. Et que grâce à moi, en fait, ils vont pouvoir porter plainte, qu'ils veulent bien en parler dans pas mal de médias, et que du coup, en fait, tout ça permet de ouvrir les yeux, en tout cas, aux citoyens. Donc, c'est vrai que vous entendez, ça fait aussi l'effet pour certains de se dire, en fait, je n'ai pas à avoir honte
Ouais, c'est ça. Voilà, elle en parle et donc moi aussi je peux peut-être en parler sans éprouver cette honte ou ce sentiment que ça doit rester caché ou j'aurais mal fait quelque chose, alors qu'évidemment c'est pas le cas. Bah non, c'est pas le cas et c'est pas une honte en fait de se faire agresser. Enfin, on y est pour rien. Que ça soit notre mari, notre frère ou un ami ou une personne dans la rue qu'on a croisée, c'est pas de notre faute en fait. Et c'est pas parce qu'on s'est habillé de telle façon que c'est notre faute. C'est pas parce qu'on a eu peut-être un comportement un peu déplacé que c'est notre faute. C'est juste une question de respect, de limite que malheureusement. Je sais pas si vous avez vu cette exposition qui montre les vêtements que les femmes partagent qu'elles portaient dans la rue quand elles ont été agressées et qui montre qu'en fait, d'ailleurs, moi j'avais fait un livre qui s'appelait Où sont les violeurs, qui battait en brèche un petit peu les idées reçues sur le viol et j'avais compilé beaucoup de statistiques qui existent et qui sont pas beaucoup publiées, notamment sur la saisonnalité et en fait, il y a plus de viols par exemple l'automne-hiver que l'été. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une lumpe ou tel ou tel vêtement, mais c'est vrai qu'on se pose la question. Moi, j'avais été suivie il y a des années de ça, j'avais été suivie par un type dans un ascenseur. Bref, sans rentrer dans les détails. Et moi, je portais une mini-jupe et des bottes ce jour-là. Et en fait, je pense que j'ai plus mis de toute ma vie de mini-jupe et de bottes. Enfin, je l'ai jamais dit, mais voilà, je vous le dis là. Parce que j'en ai gardé une espèce de culpabilité de j'aurais pas dû m'habiller comme ça. Ensuite, j'ai tenu la porte dans l'immeuble et je me suis dit, mon père m'a toujours dit ne tiens pas la porte aux inconnus. Les gens, soit ils rentrent parce qu'ils ont le code, soit ils ont pas le code, ils ont pas besoin de rentrer. Ouais. Et j'allais chez un ami, j'ai tenu la porte et quand je suis rentrée dans l'ascenseur et que je lui dis vous allez à quel étage et qu'il m'a pas répondu et qu'il m'a fixé, j'ai compris qu'il allait à aucun étage et qu'il me suivait juste en fait. Donc c'était assez terrorisant. On a conscience du fait que ce n'est pas de notre faute, etc. On va toujours refaire le fil, mais je trouve que c'est une manière aussi psychologiquement de se dire j'ai du pouvoir sur ce qui se passe et je contrôle et en fait c'est moi qui ai le contrôle et qui à ce moment-là ne l'ai pas eu mais je peux le revoir pour l'avenir, etc. Oui, donc si en fait maintenant je vais plus m'habiller en mini-jupe et en bottes, peut-être ça n'arrivera plus, bien sûr. Enfin je pense que c'est des biais cognitifs que tout le monde a dans tous les cas. Et exactement pareil, moi chaque fois j'étais là en fait je vais pas mettre un manteau court parce que en fait j'ai un pantalon et en fait on va voir mes fesses, etc. Donc maintenant je vais mettre que des manteaux longs parce que arrivé l'été on ne met plus de manteaux longs malheureusement. Donc mais c'est vrai que c'est assez en fait comme vous le dites, je pense qu'on essaie de garder un certain pouvoir en tout cas sur le contrôle et on se dit ok ça n'arrivera plus si je fais telle chose ou telle chose comme ça n'arrivera plus.